milieu de la caverne de Platon. Alors j'ai écrit le milieu avec un tiret. Donc quand je prononcerai ce milieu-là particulier, ça sera, je dirais mi-lieu, pour le distinguer du milieu sans tiret en fait. Donc je vais employer trois notions, le lieu, le milieu et le mi-lieu. Donc le titre exact, je vais un peu ajouter, c'est le mi-lieu de la caverne de Platon, une ontotopologie. La plus célèbre allégorie de la philosophie nous entretient sur la vérité de toute chose en la dépeignant à travers nombre d'images. Cette fresque picturale, qui ouvre le 7e livre de la République de Platon, en un geste bref et élancé, esquisse les contours de ce qui ne peut se figer et se contenir, la vérité, ne se trouvant jamais là où les définitions et les concepts voudraient la faire demeurer. N'éclosant donc nullement au cœur des mots, elle échappe à toute nomenclature en l'insérant, parce que s'éprouvant davantage en une clôture close sur elle-même. Pourtant, cette incapacité qui prouve tout concept à la décoffrer, Platon l'affronta en enjambant les mots, de telle façon que cette allégorie relève le défi, non de circonscrire la vérité par des concepts, mais de l'imager touche après touche en mettant en scène des symboles dont la teneur ne peut s'éprouver qu'à l'aune de notre. Cette allégorie entend donc démasquer la vérité n'arborant aucun masque. Ainsi, découvrir la vérité requiert tact et subtilité, dans la mesure où elle n'est jamais muse elle-même qu'à travers un autre. Se reflétant par un autre en un autre, elle se donne sans jamais ne se fixer en un concept, échappant à toute saisie. Seul le jeu d'éventail, des symboles se déployant et se reployant incessamment, est alors susceptible de laisser apparaître la vérité non enclose. Platon mobilise donc nombre de symboles pour que le mélange des uns et des autres, les uns dans les autres, laisse entrevoir la vérité sise à l'arrière-plan en tant qu'arrière-fond. La vérité habite ainsi cette allégorie qui, à défaut de la contenir, l'abrite sous son ombre en tant qu'ombre la décelant. L'allégorie de la caverne s'expose donc comme étant le lieu d'inhabitation d'une vérité la visitant par fragments. Dès lors, ce non-lieu où réside la vérité, l'allégorie tente de le sonder afin qu'il soit habité, c'est-à-dire reconnaissable. La vérité demeure donc en un lieu qui ne sait l'abriter tant son essence échappe à toute enclosure. La quête de cette allégorie platonicienne est donc d'entrevoir la vérité qui, en tant qu'essence de l'homme, se lie à l'humaine condition, en sorte que le chemin, pour ne pas dire le cheminement, se dessinant en la narration de cette allégorie, initie à la vision de notre propre essence, dont la nature indécelable doit être décelée. Mais ce chemin, en tant que parcours menant à la vérité, s'éprouve en cette allégorie par le déploiement d'images symbolisant des étapes le jalonnant. Le retour à la vérité, ou à l'essence de l'être, présuppose donc une orientation supposant un terme, lequel ne peut donc s'appréhender qu'à travers une représentation. De fait, et c'est la problématique centrale, l'allégorie de la caverne est-elle ontotopologique, c'est-à-dire un récit où l'être aurait été spatialisé. Pour le savoir, nous montrerons dans un premier temps pourquoi le symbolisme abrite la conception de l'être. Dans un deuxième temps, nous analyserons pour quelles raisons les symboles sont en capacité de l'exposer. Et dans un troisième temps, nous constaterons ce dont la symbolique platonicienne témoigne au sujet de l'être. Donc la première partie s'intitule « Le lieu ». Donc dans cette partie, nous allons montrer pourquoi les symboles peuvent abriter la conception de l'être. Platon, désirant nous faire entendre sa conception de l'être, recourt à l'allégorie pour signifier sous les traits d'un autre ce qui ne peut être verbalisé à propos de l'être. Dès lors, la théorie platonicienne de l'être se doit d'être communiquée à travers un tiers pour s'envisager de la façon la plus adéquate. Mais quel est-il, ce tiers? Il s'agit du symbole. Ce symbole, dans la mesure où l'être se dédie de toute formulation, ne peut se dire qu'à travers la représentation. Possible en lui-même, l'être s'éprouve donc comme un impossible dont la seule possibilité est de transparaître non en tant que l'être lui-même, mais dans la potentialité figurative d'un symbole. Celui-ci s'extensifiant selon sa capacité à recueillir quelque chose de l'être. La conception platonicienne de l'être appelle donc moins un substitut de l'être qu'une prothèse de l'être. Celle-ci articulant sa transposition de l'incommunicable en direction du communicable.
En d'autres termes, Platon use de l'allégorie pour nous parler de l'inénarrabilité de l'être à travers le prisme des symboles, en sorte que ces derniers deviennent le médium par lequel et en lequel se dévoilent les indicibles caractères de l'être. De fait, l'imprescriptible nécessité de passer à travers les symboles pour révéler la nature intime de l'être suppose sa transposition en direction de ce qui n'est plus l'être. L'être est donc démobilisé en étant transféré en un langage imagé, les symboles exposant ses caractères essentiels et non coutumiers, en sorte que l'exposition de l'être puisse être effective. Écoutons donc par quels moyens Platon nous introduit allégoriquement à sa doctrine sur l'être. Je cite. Donc le mythe de la caverne. Eh bien, après cela, dit Socrate, compare notre nature considérée sous l'angle de l'éducation et de l'absence d'éducation à la situation suivante. Représente-toi des hommes dans une sorte d'habitation souterraine en forme de caverne. Cette habitation possède une entrée disposée en longueur. Remontons de bas en haut tout le long de la caverne vers la lumière. Les hommes sont dans cette grotte depuis l'enfance, les jambes et le cou ligotés, de telle sorte qu'ils restent sur place, et ne peuvent regarder que ce qui se trouve devant eux, incapables de tourner la tête à cause de leur lien. Représente-toi la lumière d'un feu qui brûle sur une hauteur, loin derrière eux, et entre le feu et les hommes enchaînés, un chemin sur la hauteur, le long duquel tu peux voir l'élévation d'un petit mur, du genre de ces cloisons qu'on trouve chez les montreurs de marionnettes, et qu'ils érigent pour les séparer des gens. Par-dessus ces cloisons, ils montrent leurs merveilles. Imagine aussi, le long de ce muret, des hommes qui portent toutes sortes d'objets fabriqués qui dépassent le muret, des statues d'hommes et d'autres d'animaux façonnés en pierre, en bois et en toute espèce de matériaux. Parmi ces porteurs, c'est bien normal, certains parlent, d'autres se taisent. Fin de citation. Il apparaît dès le commencement de l'allégorie de la caverne, avant de signifier l'être à travers des symboles. Non. Il apparaît que dès le commencement de l'allégorie de la caverne, avant de signifier l'être à travers des symboles, qu'il nous invite à le considérer à travers une injonction visant à mobiliser notre imagination pour nous le représenter. En effet, l'allégorie ordonne de comparer, de se représenter et d'imaginer nombre de symboles dépeignant l'être. Il évoque une volonté explicite de faire passer l'ineffable de l'être par l'intermédiaire de notre faculté à nous représenter toutes sortes d'images symboliques, celles-ci devenant le véhicule de la doctrine platonicienne sur l'être. Autrement dit, l'imagination est sollicitée par Platon, car il entend nous exposer imaginalement sa conception de l'être. Les virtualités de l'imagination sont donc invitées à jouer un rôle central dans la révélation de l'être, se prescrivant à travers des images sorties de l'imaginaire commun. Ainsi, le début de ce récit, après avoir requis notre imagination pour être introduit à l'intime de sa doctrine sur l'être, nous enjoint à considérer notre nature, c'est-à-dire l'être de l'homme, à la situation suivante. En cela, l'allégorie nous propulse dans une situation, laquelle correspond à un événement se déroulant, mais où, quand et comment. Platon le précise en une sorte d'habitation souterraine en forme de caverne, possédant une entrée disposée en longueur, remontant de bas en haut tout le long de la caverne ou de la grotte. Habités par des hommes dont les jambes et le cou sont ligotés depuis l'enfance et qui, incapables de se mouvoir, sont contraints de regarder ce qui se trouve devant eux. En ce sens, l'allégorie initie sa mise en situation en mobilisant des symboles relevant de différents champs lexicaux, ceux de l'incarcération et du milieu troglodytique. Peu après, elle use de notre symbolisme à travers l'évocation de la lumière d'un feu qui se répand depuis une hauteur loin derrière les hommes, entre lesquels se dresse sur un chemin sur la hauteur un petit mur, derrière lequel d'autres hommes non ligotés portent des objets fabriqués qui en dépassent. Il s'agit donc, pour ce début d'allégorie, de nous introduire à un symbolisme formant la trame d'une situation où cet arrière-plan agrandit la scène dans laquelle nous sommes plongés. La perspective inaugurée par les premiers symboles s'élargit. Un topos se dégage. Il y a la scène et ses coulisses, ce qui se joue devant, dépendant de ce qui se trame derrière. L'univers symbolique de l'allégorie rattache donc la conceptualité de l'être à une localisation initiée par les symboles du souterrain, de la caverne, de la grotte, de la lumière, du chemin, du muret et de ceux qui l'habitent. Les symboles spatialisent donc les divers caractères de l'être. Mais quels sont-ils ? Socrate poursuit la description de cette bien étrange scène où cohabitent d'improbables convives. Je cite. « Ces prisonniers sont semblables à nous. Pour commencer, crois-tu en effet que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, d'eux-mêmes et les uns des autres, si ce ne sont les ombres qui se projettent sous l'effet du feu sur la paroi de la grotte en face d'eux ?
Qu'en est-il des objets transportés? N'est-ce pas la même chose? Alors, s'ils avaient la possibilité de discuter les uns avec les autres, n'es-tu pas d'avis qu'ils considéreraient comme des êtres réels les choses qu'ils voient? Et que serait-il si la prison recevait aussi un écho provenant de la paroi d'en face? Chaque fois que l'un de ceux qui passent se mettrait à parler, crois-tu qu'il penserait que celui qui parle est quelque chose d'autre que l'ombre qui passe? Mais alors, dit Socrate, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que les ombres des objets fabriqués? Félicitations. En effet, Socrate complète l'énumération des symboles précédents en introduisant une paroi sur laquelle sont projetées des ombres. L'ajout de ces deux symboles, implicitement suggérés dès le commencement de cette description, complète le tableau, donc la disposition symbolique de l'allégorie. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'enfin des considérations philosophiques puissent s'immiscer au milieu de cette scène. Sans crier gare, Socrate rapporte les ombres, inéluctablement et inlassablement vues par les prisonniers, aux êtres réels. Mais que sont ces êtres? Sont-ils les objets fabriqués dépassant de durée? Et si tel était le cas, pourquoi ces objets seraient-ils plus réels? Effectivement, la disposition symbolique de cette scène inaugurale montre tacitement qu'est plus réel ce qui n'est pas fait d'ombre et dont la consistance ne se résume pas à une projection impalpable épousant les défauts d'une paroi. Cela étant acquis, Socrate peut donc assimiler les êtres réels à ce qui est vrai, par opposition à ce qui est moins vrai, ou dérive du vrai comme caractère affaibli. Le symbole de la lumière du feu présupposant donc que le vrai est davantage aussi dans la lumière que dans l'obscurité. La symbolique platonicienne s'appuie donc sur l'admission commune que la lumière est plus lumineuse que l'obscurité et que par conséquent elle est plus vraie. Ainsi, les symboles délibérément utilisés dans cette allégorie canalisent les différents aspects de la conception de l'être. La lumière du feu faisant écho à ce qui est vrai, l'être, et l'ombre projetée sur la paroi faisant incidemment écho à ce qui n'est pas vrai, le non-être. Le symbolisme spatialise donc l'opposition de l'être et du non-être, rendant visualisable l'ontologie platonicienne qui, par ce fait, devient préhensible intellectuellement. L'être et le non-être, philosophèmes abstraits dont l'enchevêtrement est difficile à conceptualiser, sont donc signifiés de manière symbolique et plus précisément de manière topologique. Mais de quelle façon? Donc là, on est dans ma deuxième partie, que j'ai nommée le milieu. Donc, première partie, le lieu, deuxième partie, le milieu. Ici, nous allons analyser pour quelles raisons les symboles sont en capacité d'exposer la conception de l'être. La toponymisation de l'ontologie platonicienne, c'est-à-dire la transcription sous forme symbolique des caractères de l'être, va générer un espace de l'être. En effet, l'assimilation par l'image des caractères de l'être topologise sa conceptualité. Mais cela crée-t-il pour autant un milieu de l'être? Entendons Socrate narrer la suite de son récit. Examine dès lors, Glaucon, la situation qui résulterait de la libération de leurs liens et de la guérison de leur égarement. Dans l'éventualité où, dans le cours des choses, il leur arriverait ce qui suit. Chaque fois que l'un d'entre eux serait détaché et contraint de se lever subitement, de retourner la tête, de marcher, de regarder vers la lumière, à chacun de ces mouvements, il souffrirait. Et l'éblouissement le rendrait incapable de regarder ces choses dont il voyait auparavant les ombres. Que crois-tu qu'il répondrait si quelqu'un lui disait que tout à l'heure, il ne voyait que des lubies, alors que maintenant, dans une plus grande proximité de ce qui est réellement, et tourné davantage vers ce qui est réellement, il voit plus correctement? Surtout si, en lui montrant chacune des choses qui passent, on le contraint de répondre à la question « Qu'est-ce que c'est ?» Ne crois-tu pas qu'il serait incapable de répondre et qu'il penserait que les choses qu'il voyait auparavant étaient plus vraies que celles qu'on lui montre à présent? Et de plus, si on le forçait à regarder en face la lumière elle-même, n'aurait-il pas mal aux yeux et ne la ferait-il pas en se retournant vers ces choses qu'il est en mesure de distinguer? Et ne considérerait-il pas que ces choses-là sont réellement plus claires que celles qu'on lui montre? Fin de citation. L'allégorie décrit une tension insoutenable pour l'homme délié qui est contraint de retourner la tête, de marcher et de regarder vers la lumière, alors qu'il évoluait jusqu'à présent dans le milieu des ombres. La symbolique de l'homme enchaîné est mise en cause dans la mesure où ce symbole est soumis à ceux de l'obscurité et de la lumière. Et demeurant sous leur égide, il demeure en une tension permanente, oscillant tantôt vers l'obscurité et tantôt vers la lumière. Ce symbole, qui représente l'état d'ignorance de l'homme, lié à sa chute dans le non-être, crée une spatialité ontologique. Effectivement, la localisation induite par chaque symbole, c'est-à-dire un lieu de l'être
pour l'être, disant l'être par l'image, en entrant en contact d'un autre symbole, va produire une tension engendrant un lieu entre ces symboles, c'est-à-dire un milieu. En cela, le lieu déployé par chacune des images, que ce soit celle du souterrain de la caverne, de la paroi aux ombres, de l'entrée de la grotte ou de la lumière y pénétrant, toponymise les caractères de l'être, en les mettant en relation les uns avec les autres. De fait, la mise en relation des symboles, évoquant l'être, modifie intrinsèquement chacun d'eux, en lui ajoutant ou retirant l'un de ses éléments. Le prisonnier, se libérant du symbole de ses schèmes, les dissout au profit de leur absence, en sorte que l'enchaîné ne le soit plus. Cette déconstruction, par modification de la teneur du symbole, dynamise donc l'apparente staticité de chacun, si bien que les uns, rendus dépendants des autres, engendrent un espace ontologique, un milieu de l'être. L'association des symboles esquissant les traits de l'être aboutit à une scénarisation de l'ontologie platonicienne, exprimant les articulations de la conception de l'être. Mais ce milieu n'abrite pas uniquement des symboles induisant une localisation. Est-ce à dire que ces symboles limiteraient la spatialisation de l'ontologie platonicienne? Il semblerait que les symboles relevant de la localité, la caverne et son entrée, soient l'écrin en lequel d'autres puissent prendre place. Les symboles de la localité englobant ce n'en relevant nullement. A contrario, il ne serait pas juste d'admettre que les symboles qui ne se rapportent pas à la localité ne spatialisent pas l'être. Il apparaît donc que les symboles moins localisants, à savoir la paroi, le muret, le feu et le chemin délimitant le milieu du souterrain, structurent l'intérieur de ceux relevant de la localité. Et en dernier lieu, énumérons ce qui suture ces symboles structurants. Les hommes enchaînés et non enchaînés, les ombres, les échos de voix, les objets transportés, enfin l'obscurité et la lumière. Nous distinguons donc une symbolique englobante, structurante et suturante, à partir de laquelle la conception platonicienne de l'être est signifiée. La dynamique impulsée entre les symboles crée donc des jeux de renvoi amplifiant l'espace de chacun, le milieu généré s'élargissant de proche en proche, selon les projections induites par chacun des symboles. Ce fait se vérifie avec le symbole de la lumière, renvoyant un extérieur inconnu qui illumine et vivifie le milieu de la caverne, en sorte qu'il se trouve extensifié hors des proportions qui le calibrent. Le canevas du souterrain se disloque donc au profit d'un autre milieu, le régissant sans qu'il ne paraisse. L'arrière-scène étant repoussée, non pas au même niveau que les prisonniers regardant la paroi aux ombres, mais plus en amont, en un arrière-plan non encore symbolisé. Ainsi, la fuite de l'homme déligoté en direction de ses anciennes compagnes, les ombres, initie un milieu symbolique mi-clos sur lui-même, lequel ne tend qu'à être transcendé. Ainsi, l'ancien prisonnier, effrayé par la découverte de la source des ombres, ne peut plus revenir en arrière. C'est pourquoi le récit platonicien l'enjoint à rejoindre la lumière. Je cite. « C'est par ailleurs, dit Socrate, on le tirait de là par la force, en le faisant remonter la pente raide, et si on ne le lâchait pas avant de l'avoir sorti dehors à la lumière du soleil, n'en souffrirait-il pas et ne s'indignerait-il pas d'être tiré de la sorte? Et lorsqu'il arriverait à la lumière, les yeux éblouis par l'éclat du jour, serait-il capable de voir, ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on dirait être vraies? Non, il ne le serait pas, dit Glaucon, en tout cas pas sur le coup. Je crois bien qu'il aurait besoin de s'habituer, s'il doit en venir, à voir les choses d'en haut. Il distinguerait d'abord plus aisément les ombres, et après cela sur les eaux les images des hommes et des autres êtres qui s'y reflètent. Et plus tard, encore ces êtres eux-mêmes, à la suite de quoi il pourrait contempler plus facilement, de nuit, ce qui se trouve dans le ciel, et le ciel lui-même en dirigeant son regard vers la lumière des astres et de la lune, qu'il ne contemplerait de jour le soleil et sa lumière. » Fin de citation. La première transgression, celle de ne plus voir que les ombres, est redoublée par une inflexion définitive de la trame de l'allégorie, qui mène résolument l'homme à sortir de ses ornières, c'est-à-dire du souterrain de la caverne. Le symbolisme de l'allégorie sous-entend une bifurcation ontologique majeure, laquelle correspond à une césure centrale dans la conception platonicienne de l'être. C'est le passage du non-être à l'être, de l'imitation à l'idéalité de toutes les essences. Mais signifier ce saut ontologique par l'intermédiaire des symboles suppose, dans un premier temps, qu'ils soient associés entre eux pour dessiner une trame portée par une ontologie implicite, comme nous venons de le voir.
et dans un second temps, comme nous allons le voir, que ces symboles soient en synergie avec ce qui nomme l'être, avec ce qui dénomme l'être. Cette allégorie ne serait-elle donc pas uniquement composée de symboles? Non, l'allégorie confronte les symboles à ce qui dénomme l'ontologie platonicienne. En renvoyant aux expressions socratiques, je cite, de type « ce qui est réellement »,« qu'est-ce que c'est », le fameux totiestine, « plus vrai » et « être vrai ». Le symbolisme de l'allégorie est donc mis en rapport avec ce qui identifie l'ontologie non en une tension créatrice, mais révélatrice. Par exemple, le symbole de la lumière est ce qui est réellement, qui se rapporte à l'une de ces expressions dénommant l'être. Donc les symboles sont mis en confrontation avec des substantifs de l'être. On pourrait dire ce qui est vrai, le plus vrai, les êtres vrais. Alors, la lumière est ce qui réellement révèle la disposition spécifique de l'ontologie platonicienne, qui est celle que l'être tend toujours vers lui-même en un dépassement de lui-même. La lumière attire le prisonnier, le libérant tacitement et l'éclairant en surabondance pour qu'il distingue ce qui a le plus d'être. Ainsi, le symbole de la lumière est le vecteur autour duquel l'ontologie platonicienne s'enroule et se déploie par degrés. Des ombres à la lumière du feu, produisant les ombres, et de la lumière du feu à la véritable lumière luisant hors de la caverne. En ce sens, substantiver l'être en l'assimilant à la lumière autorise les autres symboles à dépendre de l'être sans pour autant le demeurer. Autrement dit, les objets fabriqués, tout autant que les choses d'en haut, sont vivifiés par un supplément d'être, n'apparaissant qu'à l'aune du degré de luminosité les éclairant. De fait, les symboles des ombres, des êtres derrière le muret, des êtres dans la lumière et des astres dans le ciel sont mis en synergie avec celui de la lumière. Celle-ci apparaissant comme un symbole directeur liant les symboles secondaires les uns aux autres, les ombres aux objets fabriqués, et les ombres et le reflet des eaux sur les eaux des images des hommes, des autres êtres et des êtres eux-mêmes s'y reflétant. Mais peut-on dire, pour autant, que l'association entre les symboles et leur synergie avec l'être substantivé induisent une spatialisation de l'ontologie platonicienne? Donc c'est la troisième et dernière partie qui se nomme le mi-lieu. Donc je répéterai à chaque fois le mi-lieu. Ici, nous allons constater ce que la mise en symbole des caractères de l'être témoigne au sujet de l'être. La mise en concordance des symboles, leur répartition ainsi que leur hiérarchisation permettent à l'allégorie que l'on puisse se représenter l'être, celui-ci se conceptualisant moins qu'il ne se représente. Mais est-ce à dire que l'être n'apparaîtrait que sous son aspect symbolique dans cette allégorie? Certainement pas. Au contraire, la mise en image des caractères de l'être révèle leur singularité, l'être se dévoilant en son entièreté, sans que cela nécessite une quelconque conceptualisation. De fait, l'enchaînement et le déploiement de symboles plus différents les uns que les autres, exécutés avec maestria, culminent dans cette allégorie quand Socrate soutient, je cite, « Alors, je pense que c'est seulement au terme de cela que cet homme déligoté serait enfin capable de discerner le soleil, non pas dans ses manifestations sur les eaux, dans un lieu qui lui est étranger, mais lui-même en lui-même, dans son espace propre, et de le contempler tel qu'il est. Et après cela, dès lors, il en inférerait au sujet du soleil que c'est lui qui produit les saisons et les années, et qui régit tout ce qui se trouve dans le lieu visible, et qui est cause, d'une certaine manière, de tout ce qu'il voyait là-bas. » Fin de citation. Arrivé à ce degré de contemplation, la narration invite un dernier symbole à participer à cette allégorie. C'est celui du soleil qui couronne l'ensemble de cette symbolique et révèle la fine pointe de l'être déguisé sous ses traits. Mais qu'est-ce que cette fine pointe? Dominant le panthéon de la symbolique platonicienne, le soleil récapitule et unifie magistralement tous les aspects de la conception de l'être, si bien qu'il en constitue la cime indépassable, par laquelle l'être se signifie en son essence solaire. Socrate nous fait entendre que le soleil, présentification de l'être lui-même, est si en son espace propre, c'est-à-dire qu'il demeure tel qu'il est, de façon autarcique et indépendante, en un lieu, ou plutôt un non-lieu,
dont lui seul dispose de la clé. Ni ne s'atteignant ni ne s'atteignant pas, il éclaire pourtant tous les autres symboles, les ordonnant les uns par rapport aux autres, tout en leur donnant un rôle. En cela, le soleil symbolise que l'être est ordonné et dominé par un fond qui, en tant que son essence la plus propre, insuffle à tous ses caractères dérivés ou subséquents leur tonalité dans le lieu visible. Illuminant depuis un non-lieu tout lieu autre que le sien, ce symbole axiomatique est le mi-lieu qui traverse, sans se faire voir, le lieu contenu par chacun des symboles et le milieu résultant de leur synergie. Le mi-lieu, se donnant à comprendre non comme ce qui provient de la cohésion de plusieurs lieux, à la façon dont cohèrent dans les milieux naturels et les biotopes différents lieux, par exemple dans la forêt les abords de la rivière, les sous-bois et la canopée. Mais le mi-lieu doit être entendu comme ce qui dans le lieu et le milieu n'apparaît pas et lui donne pourtant toute sa cohérence et sa présence, c'est-à-dire son existence. Se tenant à la base de tout milieu généré par des lieux, le mi-lieu est l'essence qui précède et procède tout à la fois des lieux et des milieux. Ne se disant qu'au singulier, le mi-lieu, solaire de l'allégorie, illumine tous les symboles caractérisant l'être, les faisant briller indépendamment et en totalité, en sorte que les déterminants du dedans, ils puissent cohérer en un ensemble harmonieux, révélant l'être partiellement, puis complètement. Le mi-lieu, présent dès le début de cette allégorie à travers le feu, la lumière puis le soleil, forme une épine dorsale soutenant tous les lieux et milieux s'y joignant. Cette allégorie platonicienne, en s'appuyant implicitement sur ce mi-lieu, à la fois présent et comme absent, peut déployer son symbolisme spatial, tels les symboles du souterrain de la caverne, de l'entrée du souterrain, du chemin sur la hauteur, de l'autre chemin remontant vers l'extérieur, des eaux du lac, du ciel et enfin du soleil. Et une fois que les symboles spatiaux de la trame structurant l'allégorie sont supportés par le mi-lieu, si au-delà des lieux et des milieux, peuvent prendre place dans ce décorum spatial les symboles des ombres, des hommes enchaînés et non enchaînés, le muret, les objets manufacturés, les ombres à l'extérieur, les images des hommes, des autres êtres, des êtres eux-mêmes, de la lune et des astres. Enfin, une fois que tous les symboles sont disposés, car intimement liés par la lumière du soleil, le récit débute en mettant en scène les péripéties de celui qui est destiné à connaître l'essence de l'être. Les événements se découvrant à celui qui doit les traverser forment un parcours l'initiant, étape par étape, à ce qu'il est possible de voir du soleil, celui-ci se dévoilant pas après pas, jusqu'à pouvoir constater qu'il les éclairait tous. Ce cheminement d'un symbole par les symboles, à travers les symboles, en vue d'un unique symbole, mime les caractères de l'être que l'on se doit d'appréhender, d'approfondir et d'épuiser, en vue d'entendre l'essence de l'être. C'est pourquoi l'allégorie de la caverne apparaît comme une topographie de l'être, dont la toponymie tente à démontrer tous les plis et replis voilés de l'ontologie platonicienne. Mais à quoi peut bien aboutir cette toponymisation de l'ontologie ? La conception platonicienne de l'être est signifiée sous des symboles les uns plus différents que les autres, si bien que s'ils devaient être comparés entre eux, ils n'auraient aucune ressemblance. Passons à la différence entre les ombres et le muret, entre le souterrain et le milieu hors de la caverne. Ainsi, le dimorphisme symbolique s'observant entre les symboles plaiderait, a priori, en la faveur d'une conception hétérogène de l'être. Mais il n'en est rien. Bien au contraire. Cet apparent dimorphisme dissimule en réalité une trame ontologique les traversant de part en part et de bout en bout. De fait, la synchronisation et l'harmonisation des symboles relèvent implicitement de la structuration, de l'échelonnement et de la liaison de tous les caractères de l'être. En ce sens, la spatialisation de l'ontologie dévoile ce que l'abstraction conceptuelle ne saurait communiquer à propos de l'être, et inversement, l'ontologisation de l'espace dévoile ce que la représentativité des symboles ne saurait contenir sur l'être. La spatialisation procure donc à l'ontologie ce que l'ontologie ne saurait être, mais l'ontologie emplit l'espace de ce qu'il ne saurait contenir. Incidemment, l'ontologie vivifie l'espace symbolique qui la présentifie à son tour, si bien qu'elle peut délivrer son contenu avec toutes les nuances qu'il comporte. En cela, la monochromie conceptuelle de l'être est rehaussée en une polychromie symbolique permettant de refléter tous les aspects indicibles de l'être.
au rang desquels la fine pointe de l'être est sûrement la partie la plus difficile à exprimer en termes de concept. Nous entendons le bien platonicien rendu sous les traits du soleil. En effet, dans cette partie de l'allégorie, le soleil, au-dessus de tout le visible, symbolise le bien, c'est-à-dire, philosophiquement parlant, l'au-delà de l'être. Cela nous montrant que la mise en symbole du bien décrit ce que le concept peine à rendre. Ainsi, le soleil, en tant que mi-lieu, lie ontologiquement tous les lieux et milieux, leur octroyant la possibilité de se lier entre eux, afin de faire advenir un degré particulier de l'essence de l'être. Autrement dit, la spatialisation de l'essence de l'être, c'est-à-dire du bien rayonnant sur tout le complexe symbolique, fait résurger des profondis la notion de vérité. C'est pourquoi Socrate parle du vrai, des choses plus vraies et des êtres vrais. L'essence de l'être pouvant, grâce à sa spatialisation, recouvrer la problématique de la vérité. L'allégorisation de l'être autorise donc le décoffrement de la vérité qui se découvre être en étroite relation avec l'essence de l'être. À la faveur de quoi le sage errant d'Athènes nous confie, je cite, « Mais alors quoi ? Ne crois-tu pas que, se remémorant sa première habitation et la sagesse de là-bas et ceux qui étaient alors ses compagnons de prison, l'homme libéré se réjouirait du changement, tandis qu'il les plaindrait ? Si, certainement, dit Glaucon. Les honneurs et les louanges qu'ils étaient susceptibles de recevoir alors les uns des autres et les privilèges conférés à celui qu'ils distinguaient avec le plus d'acuité, les choses qui passaient se rappelaient le mieux celles qui défilaient habituellement avant les autres, lesquelles après et lesquelles ensemble, celui qui était le plus capable de deviner, à partir de cela, ce qui allait venir, celui-là. Es-tu d'avis qu'il désirerait posséder ces privilèges et qu'il envierait ceux qui, chez ces hommes-là, reçoivent les honneurs et auxquels on confie le pouvoir? Ou bien crois-tu qu'il éprouverait ce dont parle Homère et qu'il préférerait de beaucoup, étant aide-laboureur, être au gage de notre homme, un sans terre, et subir tout au monde plutôt que de s'en remettre à l'opinion et de vivre de cette manière? Fin de citation. Le récit oppose donc le milieu de la première habitation à celui de la seconde, de telle sorte qu'apparaît une ontopologisation de l'essence de l'être se fragmentant en deux, l'être au dehors et le non-être au dedans. La part de non-être, en tant qu'entrebâillement de l'être, se donne comme prison par opposition au lieu où demeure la part noble de l'être. De fait, le mi-lieu de l'essence de l'être traverse, tel un fil d'argent, les milieux de l'être et du non-être. Du dehors de la caverne et du dedans de la caverne, les unissant tout en les hiérarchisant. La spatialisation de l'ontologie permet donc d'étager l'être en répartissant ses parties, pourrions-nous dire inférieures pour le non-être, supérieures pour l'être, et au-delà de ces deux parties, l'essence de l'être. En cela, il s'ensuit que la connaissance de ceux qui sont en bas, par opposition à celui qui est en haut, est une moindre connaissance dans la mesure où ils n'ont pas accès à l'être des choses. La spatialisation de l'être aboutit donc à une dualisation épistémique entre une connaissance éclairée et une connaissance obscure. Dès lors, chaque milieu est dépositaire d'un type de connaissance, en laquelle se présentifie le mi-lieu, transcendant tous les aspects de la connaissance, car au-delà de l'être. La nature de la connaissance dépend donc de la nature de la vérité, se liant à un degré de l'être, les lieux et milieux de l'être et du connaître, s'adossant au mi-lieu de l'essence de l'être. Toutefois, Socrate ne conclut pas si facilement son récit, en confiant à Glaucon, je cite, « Alors réfléchis bien à ceci. Si à nouveau un tel homme descendait pour prendre place au même endroit, n'aurait-il pas les yeux emplis d'obscurité ayant quitté tout d'un coup le soleil? Si, certainement, dit Glaucon. Alors s'il lui fallait de nouveau concourir avec ceux qui se trouvent toujours prisonniers là-bas, en formulant des jugements pour discriminer les ombres de là-bas, dans cet instant où il se trouve alors aveuglé, avant que ses yeux ne se soient remis et le temps requis pour qu'il s'habitue étant loin d'être négligeable, ne serait-il pas l'objet de moqueries? Et ne dirait-on pas de lui, comme il a gravi le chemin qui mène là-haut, il revient les yeux ruinés. Les yeux ruinés. Et encore, cela ne vaut pas même la peine d'essayer d'aller là-haut. Quant à celui qui entreprendrait de les détacher, de les contraindre et de les conduire en haut, s'ils avaient le pouvoir de s'emparer de lui de quelque façon et de le tuer, ne le tuerait-il pas? Si, absolument, conclut Glaucon. Fin de citation. Au final, et contre toute attente, celui qui s'est libéré des chaînes et qui atteint l'être-té par la contemplation continue du soleil
redescend par nécessité à l'endroit des ombres de là-bas. L'invulnérabilité et l'autarcie inspirées par le symbole solaire sont donc remises en jeu sans être remises en cause. Mais est-ce à dire pour autant que l'au-delà de l'être se dissoudrait dans le non-être? Rien de moins sûr, au contraire. L'au-delà de l'être, en étant mis au contact du non-être, ne s'amoindrit aucunement, mais relie entre eux le non-être, l'être et leur essence. C'est pourquoi l'allégorie mime à nouveau dans le sens de la redescente les événements de la cécité et de l'adaptation rencontrés dans la montée. Dès lors, le récit allégorique infléchit son ascension pour faire cohérer tous les degrés de l'être en les emboîtant symboliquement les uns dans les autres, à la manière de Matrioshka. Le mi-lieu de l'être adoube donc les milieux de l'être et du non-être, en se confrontant au symbole si au-dessous de l'être. Le là-bas du non-être, s'harmonisant sans être nivelé avec le là-haut de l'être. Tant et si bien que le mi-lieu, transcendant, réintègre le milieu du non-être immanent, le réifiant sous celui de l'essence. L'essence des lieux, se disant des milieux, se disant de celle du mi-lieu. Être, vérité et science coïncident donc topologiquement et conceptuellement grâce à cette allégorie. Donc j'ai terminé ma troisième et dernière partie. Maintenant je vais conclure en reprenant un peu ce qui a été dit et en élargissant. Le terme allégorie, formé en grec dalos, signifiant autre chose, et d'agoreuein, signifiant parler en public, suppose que ce que l'on doit exposer à la vue de tous, c'est-à-dire rendre accessible à la compréhension, le soit non pas sur le mode de l'entente par le concept, mais sur le mode de l'entente par le truchement de ce qui peut être exposé à la vue, c'est-à-dire l'image. De fait, ce qui passe à travers l'image, en se donnant à la vue, s'adresse indirectement à la vue de l'esprit, si bien que l'allégorie de la caverne apparaît comme une interprétation imagée de la conception platonicienne de l'être. En ce sens, l'allégorie de Platon est une vision conceptuelle de l'être, qui ne peut entièrement être tenue et contenue dans les concepts. Cette appréhension de l'être s'éprouve donc par les images et au cœur des images, la représentant en partie ou en totalité. Autrement dit, les symboles de l'allégorie de la caverne abritent une part de la conception de l'être en la reflétant par le contenu imagé qu'ils exposent, mais sans jamais pouvoir le délivrer complètement. Il s'ensuit que les symboles sont autant de lieux en lesquels et par lesquels les caractères de l'être jaillissent, telle l'eau d'une fontaine à travers moult boules. C'est pourquoi Platon orne son allégorie de symboles fort divers, afin de distinguer les multiples traits de l'être. L'être se part donc d'habits plus différents les uns des autres, afin d'exposer sa parure le plus fidèlement et complètement possible. Ainsi, les symboles de ce récit allégorique ont en partage un héritage commun, celui de l'être, chacun en recevant sa part. Signifier l'être, c'est donc l'exposer par l'intermédiaire d'un symbolisme, le prévenant et le desservant. Néanmoins, si la conceptualité de l'être s'éprouve à travers le prisme des images, elles doivent former un tout cohérent tenant ensemble, en sorte que ce tout se dégageant des parties puisse exposer l'être en son entier. En somme, l'allégorie mobilise des symboles variés qui sont autant de lieux exprimant une part de l'être, afin qu'ils se relient entre eux. Les symboles se lient donc d'amitié pour s'associer l'un à l'autre, soit pour se compléter, soit pour se rejeter. Pensons au symbole de l'ombre et de la lumière. Dès lors, ces lieux symboliques induisent une spatialité se déployant de proche en proche, qui termine par rencontrer une autre spatialité. Les symboles entrent donc en contact les uns les autres et créent un milieu au sein duquel les plus spatiaux, tels le souterrain et le lieu hors du souterrain, en abritent de moins spatiaux, comme les enchaînements et les objets manufacturés. Ce qui succède à ces contacts entre symboles s'instaure donc comme le lieu des lieux symboliques, c'est-à-dire le milieu, soit de la prison aux enchaînés, soit de la liberté à l'extérieur. La commutation entre les lieux génère donc des milieux, où l'être peut se dévoiler en ses plis et replis les plus dissimulés et subtils. De fait, le milieu, en tant que lieu de conjonction des symboles de l'être, met en scène l'indicible conception de l'être, en révélant ses caractères primordiaux et secondaires, si on peut dire. Par conséquent, l'allégorie, par le faisceau des images, révèle les caractères et comportements de l'être, de telle sorte qu'elle décèle à nos yeux son inassignable réalité. Dépassant les concepts,
La mise en image de l'être dévoile donc que l'approche platonicienne le conçoit en sa partie centrale au-delà de l'être, lequel se donne comme mi-lieu, potentialisant et soutenant les milieux extérieurs et intérieurs grâce au jaillissement du symbole de la lumière les perçant et les traversant de bout en bout. Le mi-lieu, représenté par le soleil, signifie donc que l'essence de l'être, en se répandant au-dessous d'elle dans les deux autres milieux, les prédétermine en se tenant au-dessus. En cela, la spatialisation de l'essence de l'être, sous l'aspect du soleil, nous renseigne sur le fait que l'essence de l'être est insufflée au milieu de l'être et du non-être, et que donc l'être, autant que le non-être, demeure sous le joug transcendant de l'essence de l'être. Cette toponymie de l'être révèle donc que son essence n'est pas acquise à l'homme, mais que celui-ci, enchaîné dans les affres du non-être, doit cheminer par un sentier pentu, symbole spatial de la dialectique ascendante platonicienne, en direction de l'être, le libérant de ses chaînes à l'extérieur, afin de contempler le symbole du lieu dépassant tout lieu, le soleil. Mais la spatialisation de l'ontologie platonicienne nous fait constater que celui qui est entré en possession de l'essence de l'être retraverse les milieux en redescendant vers les lieux symboliques obscurs de jadis. Comment en effet la seule conceptualité aurait-elle pu signifier cette redescente en direction du souterrain? La symbolique de l'allégorie narre donc cette ineffable réappropriation du non-être par l'essence de l'être, et ce, en nous suggérant non pas un retour stérile en direction des ombres, mais plutôt un volte-face salvateur les rehaussant. La spatialisation permet donc un déploiement d'images, initiant d'abord à une vision d'abord perceptive, puis intellectuelle, de tous les caractères de l'ontologie platonicienne. L'allégorie de la caverne est donc un récit ontotopologique, c'est-à-dire un récit exposant la conception de l'être par l'intermédiaire de symboles, la révélant plus explicitement que les concepts. Désormais, ce récit allégorique apparaît comme le milieu où se fait jour l'approche platonicienne de l'être. J'ai été intéressé par le sort fait à l'allégorie, même si j'ai une réserve sur la nécessité de concevoir l'allégorie d'abord séparément des deux précédentes, c'est-à-dire de l'allégorie des biens du soleil et de l'allégorie de la ligne, qui sont le programme, ce qui peut-être, si l'on en tenait compte, limiterait la portée de l'importance du dépassement du concept sur lequel j'ai des réserves. Je veux dire, je ne suis pas certain que l'allégorie, ça implique que la conceptualité soit en quelque sorte exténuée ou dorénavant impossible. Alors, par ailleurs, mais je pense que c'est le trait heideggerien que vous assumez. Hein. Donc, ça n'est plus un problème strictement d'exégèse strictement platonicienne, parce que si je me faisais, moi, l'avocat de Platon, si je puis dire, mais on sait qu'en matière heideggerienne, vous avez versé, c'est un point controversé, le sort que Heidegger a fait à Platon n'est peut-être pas des meilleurs, et il ne vaut pas celui qu'il a fait à Aristote. Et d'ailleurs, ça retentit sur ma première question. S'agit-il de l'être? J'avoue que moi, si vous voulez, ma perplexité, mais c'est sans doute aussi par rapport, vous voyez, à l'empreinte heideggerienne de votre propre exégèse. S'agit-il de l'être, et à plus forte raison de l'essence de l'être, d'autant que vous avez donné, en passant, un argument qui peut-être irait à l'encontre, je dirais, de la description principale, à savoir qu'il s'agirait de l'être ou de l'essence de l'être, parce qu'en fait, vous avez nommé le bien, ce qui était effectivement, pour le coup, un fait platonicien qu'on ne peut pas passer sous silence. Mais alors, est-ce qu'il s'agit d'ontologie, si vous voulez? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'ontologie dans ce contexte? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'agatologie, si moi je substitue un terme à l'autre, où ce serait donc le bien qui jouerait le rôle central? Alors, qu'il soit aussi question de l'être, ça je vous l'accorde. Je ne peux pas ne pas vous l'accorder. Mais s'agit-il génériquement de l'être, ou bien s'agit-il
du rapport du bien et de l'être, d'autant que la formule au-delà de Lucia nous mettrait sur un doigt, dans la première allégorie, justement. Donc, s'agit-il de l'être considéré génériquement en ayant une essence, ou bien s'agit-il des degrés de l'être qui seraient ordonnés à l'idéal tagatou? Je veux dire que c'est Qui, elle, ne pourrait pas chez être Platon. Ça. appelée. Est-ce que vous pouvez la réduire à l'essence de l'être? Ça, vous ne pouvez pas, puisque elle est expressément epekenia tesousias. Oui, alors c'est vrai que moi j'aime bien les pekenia tesousias dans le sens plotinien, où l'un est vraiment au-delà de l'être, où là ce serait plutôt le bien au-delà de l'être, sans considérer qu'il s'agisse de l'un. Encore on pourrait relier le bien au Parménide de Platon. Mais c'est justement, moi j'assume les deux positions. Pour avoir parlé de la spatialité de l'être, j'assume le fait de dire que, évidemment, l'essence de l'être est au-delà de l'être, ce qui est un paradoxe en soi. Ah, alors là, d'accord. L'essence je de ne sais l'être. pas si je vous accorderai le point pour la description de l'au-delà de l'être, mais enfin, en tout cas, déjà, vous admettez que l'essence de l'être, c'est au-delà de l'être. Oui, alors, est-ce que l'essence de l'être, c'est encore de l'être? J'ai pas dit que l'essence de l'être, c'était de l'être. J'ai dit l'essence de l'être. D'accord. Voilà. Du coup, j'ai pas dit l'essence de l'être, c'est l'être. Du coup, ça répond un peu à votre question. Oui, mais est-ce que l'essence de l'être, alors, ça m'éclairerait, si vous voulez. Donc, ce point, je vois les deux positions, la de Gabriel et celle de Platon. De toute façon, même si vous ne prenez pas le parti de dire que le bien est au-delà de l'être dans un sens plus fort, qui serait celui en effet qu'adopte Platon, mais pas seulement. C'est déjà dans l'école de Platon, cette interprétation avec vous. Mais, et d'ailleurs, elle est un objet de controverse dès ce moment-là. Par exemple, chez Spinoza. Bon. Mais, comment dire, est-ce que l'essence de l'être, c'est ce qui se distribue sur tout l'être, auquel cas c'est générique? Ou bien est-ce que c'est exceptionnel et possède donc un certain caractère de transcendance que vous lui accordez? L'essence de l'être est peut-être l'autre du bien qui ne peut pas se dire dans le bien, mais qui peut se dire du bien. C'est-à-dire que le bien contiendrait virtuellement l'être, mais il ne pourrait pas se dire au niveau du bien. Il ne peut se dire que dans son déploiement, en lien avec lui, mais lui étant transcendant, je pense. Ce qui est paradoxal, mais c'est un peu la différence en Inde entre le Brahman non manifesté, le Saguna, oui, et la Prakriti. Et le Saguna Brahman. Oui, oui. Brahman manifesté, non manifesté. Quelle est la relation entre le non manifesté, le nirvana, le samsara, cette articulation est la plus problématique. Mais quelque part, Heidegger n'a pas bien compris, en mon sens, cette articulation. Pour lui, le bien platonicien, c'est l'être, parce que bon, il a une lecture plutôt aristotélicienne, et il domine les idées, il domine les étangs, il leur est transcendant, mais en une position de surplomb. Il n'y a pas de césure entre les deux. C'est là qu'il n'y a peut-être pas. Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un problème de controverse. Tandis que l'essence de l'être impose une césure avec l'être, elle dit l'être, mais elle le dit dans un murmure qui lui échappe pas, mais qui lui est forcément, entre guillemets, extérieur ou inférieur. Mon autre point, il porte sur le non-être. Est-ce qu'on peut assumer le fait que dans le passage de la République que vous avez analysé, l'allégorie de la caverne, dans ses limites textuelles, je veux dire, comporte une version du non-être. Par exemple, est-ce que ce serait le non-être absolu? Et alors, comment peut-on arriver à descendre jusqu'en bas, de telle façon qu'il n'y ait pas, et vous y avez insisté à bon droit, solution de continuité? Parce que vous avez plutôt insisté sur les traits continuistes, qui en effet sont par ailleurs présents. Donc, puisque sinon il n'y aurait pas de chemin, de cheminement dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de non-être absolu, c'est justement pour ça que la spatialité de l'allégorie est importante, parce qu'elle montre une lumière qui se diffuse, mais qui par phénomène de dérivation, parce qu'on va dans un sous-sol, n'est plus la lumière, mais la partie limite et j'allais dire l'ombre de la lumière, enfin je me comprends, c'est la lumière qui s'exténue ou qui se transforme, qui est dérivée en ce qui serait pas l'inverse de la lumière, mais sa partie continue, mais dans un autre milieu. On va jusqu'au... Alors si vous allez dans ce sens-là, ce qui me paraît en effet intéressant, vous demeurez dans l'être. Dans la mesure où vous faites correspondre toujours à un degré d'être
un certain degré de lumière, et en cela vous avez raison parce que c'est dans le texte aussi, aussi bas que vous alliez, Il y a toujours de l'être. vous demeurez dans l'être. Oui, il n'y a pas de... Chez Platon, j'ai pas l'impression que la... Alors, on pourrait assimiler la Cora peut-être à la paroi des ombres, mais s'il n'y avait pas d'obscurité et de lumière en fond, il n'y aurait que de l'ombre. S'il n'y avait que de l'ombre, les ombres ne pourraient pas apparaître s'il y avait de l'obscurité. On peut faire une comparaison entre Cora et la paroi. Sur un L'obscurité, point précis, c'est pas tellement l'obscurité. les ombres C'est appellent la lumière. L'obscurité, L'obscurité signe la lumière. il est dit que la Cora, c'est la nourrice des phénomènes, Oui. c'est-à-dire des manifestations des formes qui se succèdent. Et l'important, c'est qu'elles se succèdent. Or, les ombres se succèdent également. Et là, vous avez une analogie de structure qui est importante. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Donc, dans ce cas-là, c'est comme si il fallait combiner la diffusion ultime de la lumière sous la forme des ombres, qui sont de la lumière dans sa forme ultime, avec la multiplication. Oui, c'est ça. Et c'est le passage de l'un en multiple. C'est ça. C'est ce qui structure, en fait. Ce qui structure, c'est le passage de l'un en multiple. Oui. Et vous y avez dit, à chaque palier, on a une certaine forme de multiplication, une de allégorie de l'un multiplicité qui est aussi, plus ou moins grande, jusqu'à ce qu'on atteigne la plus grande multiplicité, qui est le domaine des ombres. C'est vraiment une allégorie de l'un du multiple. Alors après, est-ce que c'est que l'un soit transcendant au multiple ou que l'un se multiplie, ça c'est encore une autre façon de voir qui n'est pas problématique pour l'allégorie. Ça plaide en faveur, mais là je sais que c'est une question plus explosive, des agrapha dogmata, sur quoi je ne vous demanderai pas de proposition, ou dans les agrapha dogmata de Platon, selon certains de ses successeurs, dont Aristote, le bien, c'est l'un. En tout cas, dans l'allégorie de la caverne va dans ce sens, hein, même si on n'est pas adepte. Oui, même s'il de ne le dit pas, donc on peut toujours avoir cette réserve. Voilà, mais c'est vrai que le bien, il est tout seul à chapeauter tout ce monde qui se déploie en dessous de lui. Donc, oui, c'est le point de Capiton, comme il y a un certain voilà. Lacan. Et ce qui est marrant, c'est que la lumière qui en jaillit, à un moment donné, cette lumière, il cesse de la voir. Il n'y a plus de... Dans le mythe, il n'y a plus de narration avec la lumière. Il faut qu'il voit de nuit la lumière, en fait. Il faut qu'il voit le sol, la lune et les astres. Et donc, il faut pas qu'il a... C'est comme si la lumière émanant du soleil devait être évacuée au profit de l'espace solaire lui-même. Et c'est là où il y a quand même une mise en demeure, un rideau qui est poussé sur la lumière des êtres au dehors, tout ça qui se reflète sur les eaux dans le lac, tout ça, au profit de la césure de la nuit, et après c'est le soleil lui-même. C'est peut-être parce que l'âme n'a pas pu acquérir la puissance, la dynamisme qui lui permettrait de regarder, selon la célèbre formule, le soleil en face. Oui, c'est une autre question. Parce que ça ne veut pas dire que ce soit impossible. Après, si on relie ça vraiment à la philosophie de Platon, l'âme qui désire contempler le bien, s'unir à lui, il ne faut plus qu'elle puisse le voir, il ne faut plus qu'elle puisse se voir elle-même, mais qu'elle voit toute chose n'étant plus elle-même à l'aune du bien, à partir de l'espace solaire. Oui, c'est ça. Plotin dira il faut qu'elle soit agathoïde. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle ait dissous son mind, là, pour revenir à Arjuna. Qu'elle se fasse bien. Qu'elle se fasse bien, que la conscience divine seule règne et éclaire, mais il n'est même plus question de l'âme, quand on parlait. Voilà. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'après, il y a une redescente, justement. Mais cette redescente, c'est pas un retour en arrière, c'est justement... pas du tout, non, pas du tout. C'est justement la consécration, parce que c'est comme dans le bouddhisme, si on n'allait que dans la partie du nirvana, ça correspond aux extases, vous savez, où les gens ont les yeux fermés, ils plongent dans l'océan de béatitude, si on peut dire. Ils n'ont plus conscience ni d'eux-mêmes, ni du corps, ni du monde. Mais en revenant au monde, s'ils y reviennent de façon un peu... Justement, s'ils ne reviennent pas avec l'expérience du nirvana, ils vont retomber dans la dualité, justement. Tandis que là, s'ils reviennent dans la non-dualité, eh ben justement, le monde n'est plus... les choses... Oui, c'est ce qu'on trouve chez Shankara. Et Platon va justement reprendre va mimer, va reprendre cette structure, justement, de l'homme qui redescend au milieu des ombres et qui doit se réadapter à ce monde qui n'est plus son monde, mais en se réadaptant à ce monde, il le transforme par nécessité. Bon, après il enseigne
Il enseigne et puis il se fait tuer, c'est vraiment les autour de Socrate. Voilà, gare à celui qui dira la vérité. Voilà, comme on dit, qu'il la vivra, finalement. Mieux. Question. Oui, je voulais revenir sur. Alors, c'est peut-être moi qui ai manqué l'attention, je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi ce que vous entendiez par le mi-lieu, parce que vous finissiez justement sur ce soleil, mais qui est plutôt hors lieu, vous l'avez dit, en dehors, au-delà de l'être, au-delà du lieu. Est-ce que vous assimilez cet hors-lieu à un milieu, qui est précisément au-delà plutôt que dedans? Le tiré en fait. Le mi-lieu, c'est-à-dire que c'est celui que le soleil fait que les deux milieux en dessous, hors de la caverne, dans la caverne, existent, sont potentialisés, il leur insuffle l'être, il leur donne l'être. Mais c'est justement mi-lieu parce qu'il les traverse sans jamais se confondre avec eux et il les transcende en plus. C'est pour ça que j'ai mis un tiret. Mais du coup, c'est pas un milieu composé de divers lieux symboliques comme les deux milieux, celui du souterrain et celui du souterrain. J'ai voulu marquer la différence avec un tiret phénoménologique. Finalement, c'est mieux le tiret que le mi, parce que le tiret, je vais montrer la distance, mais mi laisse entendre que c'est au milieu, précisément, entre les choses, mais le soleil est plutôt au-delà des choses. Au-delà, mais il est en même temps entre chacune des choses. La lumière qui est au dehors et puis le feu qui fait que les ombres sont produites, c'est pas juste la lumière ou le feu en soi, c'est ce soleil qui transparaît de façon transcendante dans les lieux, dans les symboles de la lumière et du feu, justement. C'est pour ça que c'est un milieu. Bon, on peut discuter là, ce néologisme, mais ce néologisme. Charlotte. Oui, moi j'ai une question. Une interrogation en tout cas autour du symbole directement, de la notion même de symbole qui est l'opérateur constant dans notre construction évidemment. Mais du coup je suis peut-être un peu perplexe parce que j'ai l'impression que peut-être on ne s'interroge pas sur lui. Vous demandez effectivement dans votre plan, construction, qu'est-ce qui fait que le symbole peut en arriver à exposer l'être, etc. Mais qu'est-ce que c'est finalement le symbole en lui-même? Moi, je me dis que dans l'allégorie, il n'y a pas que les symboles au sens le feu, la lumière, les éléments. Il y a le fait que qu'est-ce que c'est le symbole? C'est une opération. Dans l'allégorie, il y a la scénarisation même. Il y a le fait d'inscénir, ça veut en allemand, inszenieren, bref, c'est un geste. Et du coup, je me demande si ça ne manquerait pas à la vue de l'ensemble, si vous voulez, de l'allégorie elle-même. Et plus précisément, si on rappelle que le symbole c'est une opération, alors prenez ça de la manière la moins substantialiste possible, la moins égologique possible si c'est nécessaire, mais d'un sujet, vraiment au sens le plus indéterminé. Et du coup, ne voir que de l'être, même avec un au-delà de l'être dans l'allégorie, je me demande si ça n'occulte pas finalement quelle serait la place d'un sujet. Dès lors qu'on dit symbole, il y a une place du sujet, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas si ma question est claire, mais moi ça me semble important. Voilà, alors j'ai dit que chaque symbole transportait une image, il générait une étendue, il générait un espace qui lui était propre. Le feu, et de suite il y a tout ce qui s'accompagne, ça éclaire, ça réchauffe, ça brûle éventuellement, mais que ces symboles mis en correspondance avec d'autres symboles, par exemple la paroi, les hommes entre les deux, cette connexion entre les symboles, qui allait donner donc une cohésion à ces trois symboles, les focalisant sur une des images dont ils sont vecteurs. Pour le feu, le fait d'illuminer, pas le fait de réchauffer. C'est vrai que Platon aurait pu nous dire les symboles, le feu va réchauffer les prisonniers dans la caverne, ils sont contents dans la caverne, point barre. Mais là, c'est justement cette mise en relation qui va créer cette scénarisation. Donc il y a une événementialité qui découle de l'interconnexion entre les symboles et qui va emprunter à chaque symbole, tirer l'un de ses traits majeurs en fait. Et derrière ça, évidemment, il y a toute la philosophie de Platon qui est entre guillemets dissimulée, qui transparaît justement parce que ce fil majeur emprunté à chacun des symboles va exprimer
ça, il faut le retrouver, après ça a été l'objet de ma thèse, va exprimer justement un sens particulier de la conception platonicienne de l'être. Du coup, c'est pour ça que Platon s'autorise entre deux, entre deux conceptions très conceptuelles, de mettre justement des allégories pour les exprimer, pour les synthétiser et les faire un résumé qui va permettre justement de comprendre en une seule image ce que le concept ne peine pas à dire, mais dit d'une façon je veux dire non organique. Est-ce que vous ne diriez pas que bon, allégorie et symbole sont des concepts importés de toute façon? Oui, sûrement. Ils ne Platon sont pas parlera de présents l'icône. dans le, concept, dans le contexte platonicien, Non. ils ne sont pas présents. Platon parlera d'image. Symbolique, c'est un concept germanique Oui. du début du XIXe siècle. Allégorie, c'est une discussion qu'on trouve dans Schelling, et la symbolique, c'est Kreutzer. Bon. Symbolon n'a pas ce sens-là dans son sens grec aussi. Et allégorie, ça se discute, parce que même l'application d'allégorie à ces textes ne fait pas l'unanimité chez les platonisants. Oui, c'est Loin s'en faut. vraiment post- Et par contre, ce que je trouve intéressant, oui, la question que j'aime, bon, peu importe, je dirais ici, puisque vous employez le concept, hein, vous avez le droit, c'est est-ce que vous ne diriez pas que c'est un art d'écrire, et là je suivrais plutôt Léo Strauss, vous voyez, qui est un peu trop oublié. Vous voyez, l'herméneutique de ces textes, est-ce qu'elle n'irait pas dans le sens d'un art d'écrire de l'insinuation, voire de l'ésotérisme? Et ce que vous disiez à l'instant, il fait beaucoup penser. Oui, oui, ça n'épuise pas. Bon. Mais c'est pas parce que le symbole ne peut pas épuiser, c'est pas ça. C'est parce que, si je reprends le concept de symbole, qui moi me gêne un peu, je dirais c'est parce que Platon, transposant dans le champ de la Darstellung, moi c'est le concept qui m'intéresserait, une certaine structure qui en est la sienne et qui est exposée dans l'allégorie de la ligne, qui est moins allégorique, pardon, que celle de la caverne, mais qui est tout de même tenue pour une allégorie. C'est déjà un point, vous voyez. C'est la grande allégorie qui commence avec le dernier soleil et s'achève avec la caverne, parce qu'il n'y a pas une allégorie de la caverne, ce n'est qu'une partie d'une grande allégorie, qui est du registre de la Darstellung de manière... Platon, semble-t-il, ne veut pas du tout épuiser le point. Et il ne veut pas, en quelque sorte, insinuer une métaphysique complète sous la forme d'une Darstellung. Ce qu'il veut, c'est être ésotérique, mais au sens où il s'agit de faire trouver. Et ce qu'il veut susciter, c'est une certaine ingéniosité de la part de ses lecteurs. Oui, oui, mais vous avez tout à fait raison. Oui, c'est vrai que symbole, alors j'avais hésité à employer avec image, parce que Platon va parler de l'image de la caverne. Image est ambiguë, parce qu'il désigne le premier niveau de l'allégorie de la ligne. C'est ça le problème, alors que là, il faudrait... Bon, l'Ecasia, ce n'est que le premier niveau. Oui. Et là, il faudrait rendre compte de la totalité du mythe. En fait, c'est un mythos. Oui, le terme c'est qui ça. convient, c'est mythos. Oui, c'est ça, c'est un récit. Dans le contexte platonicien, c'est un mythos. Oui, Alors après, on peut dire qu'il est allégorique, dans la mesure où vous avez raison. Ce qui justifie qu'on parle d'allégorie, et là, je ne pourrais pas vous contester le point, c'est qu'il y ait une transposition d'une structure dans une narration. C'est une méthode. En fait, l'allégorie, ça répond un peu à la question de Charlotte, l'allégorie, c'est une méthode. Oui, mais c'est vrai que quand on interprète à l'aune des symboles, de mots très forts comme symbole, mythe, allégorie et même image, on est forcément dans des réinterprétations postérieures. Si on s'en tient strictement au fait platonicien, on dira c'est un mythos, mais c'est un mythos étrange, Oui. comme d'ailleurs tous les mythos platoniciens, parce qu'ils transposent des structures. Oui, et puis plus simplement, c'était aussi pour imager ce que lui nous pouvait rendre explicitement par les concepts. Quand il parle dans le mythe du Phédon de la terre d'en haut, que les couleurs sont plus belles, qu'il y a des dieux, des bosquets, tout ça, je vois pas comment il peut en parler. Il va dire il y a du surplus de lettres en plus. Il décrit des réalités que la philosophie ne peut pas circonscrire, probablement, ne peut pas... Je ne dirais pas forcément que les mythos sont extérieurs à la philosophie, c'est un sens de Platon. Ils Moi, sont je me demande complémentaires, je pense. Oui, c'est ça, c'est une autre méthode du philosophie. Ah oui. Alors vous parlez du Phédon, là c'est intéressant. Les critiques de l'Antiquité, je veux dire les critiques au sens de ce qu'on appelle la critique stylistique, hein, disait Platon, de temps en temps, même assez souvent, adopte le registre poétique. Et il citait le mythe du Phèdre. Ouais, bon. Alors, après, on s'est interrogé, pourquoi le fait-il? Parce qu'il veut évoquer des objets
qui ne peuvent pas être ramenés. Alors, je dirais pas que ça ne soit pas conceptuel, c'est pas ce auquel je Oui, me réserver. c'est un autre Ce sont mode des de la objets conceptualité. qui probablement. nous obligent à introduire une certaine temporalité. Ce sont ceux qui intéressent la psyché, en fait, qui appellent avec eux l'usage des méthodes. Parce que pour les formes, vous n'avez pas besoin de le faire. Elles sont toujours ce qu'elles sont. Mais la psyché, même si elle a ôté catotène, le point c'est qu'il lui arrive des choses, elle a des tribulations, il faut en effet lui donner une certaine spatialité, Oui. per métaphoram, Oui, voilà. si Oui. vous voulez. Hein, bon. Parce que l'opération qui est derrière l'allégorie, c'est la métaphore. Oui, c'est ça. Et cette métaphore, et justement, métaphoriser justement une conception de l'être ou autre, ça va la rendre spatiale. Oui, ça va. La Ça va donner une spatialité, spatialité. c'est une quasi-spécialité. Moi, je dirais que c'est Ouais. une alsob-spatialité. Et le mythe, c'est une façon de tenir un discours comme si. Presque au sens de Weinger. Hein. C'est vrai que le mythe Oui, ne peut pas être. Il est forcément enchâssé dans la philosophie de Platon. On ne peut pas l'extraire et dire regardez, on va comprendre Platon juste avec le mythe sans sa philosophie. Non, parce que vous ne conceptuelle. pourriez même pas le lire. Voilà. Vous ne pourriez pas lui donner un sens. Et là, le risque, c'était que je m'appuie que sur conséquence. le mythe sans prendre sa philosophie. Ça aurait été énorme. Je veux dire, je pouvais pas. Non, non, mais parce que vous aviez raison de vous en tenir à ça. Oui, voilà. Alors, nous avons pris beaucoup de retard. Enfin, beaucoup. On a mangé un peu. Alors, c'est la question que je vous pose. Donc, il est plus de faire une pause.